Quand un agriculteur utilise un outil connecté, quand un conseiller agricole utilise un outil d'aide à la décision pour accompagner l'agriculteur dans ses choix, que recherche-t-il? Sur quel type de performance veut-il agir? Est-ce que c'est la performance technique, économique? Est-ce que c'est la performance sociale, de gain de temps de travail par exemple? Ou est-ce que c'est la perspective environnementale? Est-ce qu'il n'y a de salut que dans l'utilisation des outils numériques sur les fermes françaises? Est-ce que des solutions plus sobres, plus low-tech, pour reprendre les expressions qui ont été utilisées ce matin, sont encore envisageables demain? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder dans cette table ronde et à l'issue de laquelle vous pourrez dialoguer avec les intervenants. Alors, 5 intervenants donc à cette table ronde pour nous accompagner. Donc Gifona Justinia qui est là et qui interviendra à la fin de chacune des parties, hein, comme un peu témoin de cette table ronde. Donc Stéphane Diard d'abord, qui est juste à côté de moi, qui est agriculteur tout près d'ici, en Dard, je crois, donc en Maine-et-Loire. Vous êtes exploitant en production laitière, vous êtes dans un GAEC, vous êtes un GAEC familial, mais vous avez aussi de la transformation à la ferme, vous avez aussi une ferme pédagogique, et vous avez aussi de la méthanisation sur votre ferme, donc une exploitation très actuelle et très, très moderne. Vous allez la présenter peut-être un petit peu plus en détail après, vous gardez le micro. Félix Bonduel, qui est à côté de vous, qui est cofondateur et dirigeant d'une start-up qui s'appelle Javelot. Et vous intervenez plutôt dans l'après-récolte, donc à la fois dans les solutions pour stocker les grains et pour la logistique de ces grains. Vous allez nous présenter et nous expliquer tout ce que vous faites. Emmanuel Gourdin, qui est chef des innovations digitales à Arvalis, donc l'Institut technique des cultures dont Pierre Labarthe a parlé tout à l'heure. Voilà, vous allez nous expliquer également tout ce que vous faites dans ce service-là. Et les innovations sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Rim Bakar, qui est enseignante-chercheuse à l'ESA également. Et vous avez participé à un projet européen qui a consisté à élaborer un jeu, alors un jeu sérieux, hein, a serious game, Segae, et vous nous expliquerez comment vous avez travaillé et à quel résultat vous êtes arrivé. Voilà, merci. Alors peut-être pour commencer, Stéphane, j'ai dit quelques mots sur votre exploitation, peut-être vous pouvez compléter un peu, j'ai été trop rapide sûrement. Voilà, oui, donc une exploitation située donc à l'est d'Angers, on va dire exploitation classique pour la région, 150 hectares, 85 vaches laitières. Donc voilà, vous avez cité toute la diversification qu'on a, donc on s'est diversifié rapidement par la vente directe de lait cru. Ensuite, on a développé le côté pédagogique, donc on accueille beaucoup d'enfants sur l'exploitation. Il faut dire que vous êtes situé idéalement aux portes d'Angers. Voilà. Et puis, donc, depuis 2 ans, on a démarré donc, la méthanisation. Donc, à l'échelle individuelle, on a essayé de faire des projets collectifs, ce qui n'ont jamais abouti. D'accord. Donc on s'est lancé individuellement et puis donc on a aussi, quand le Covid est arrivé, on a lancé la transformation à la ferme. Transformation du lait en tome fermière. Alors quels sont un peu les choix stratégiques sur votre exploitation? Alors nous on a souhaité donc robotiser, alors ça fait déjà 13 ans qu'on est équipé de robots de traite. On avait commencé l'automatisation, on va dire, il y a 20 ans. Et puis donc suite à ça, on a robotisé donc avec les fameux robots de traite. Voilà aujourd'hui. Donc ça c'est un premier axe stratégique important sur le lait. On va y revenir. Voilà. Bien sûr, vous allez détailler et nous expliquer pourquoi. Autre axe stratégique pour les cultures. Pour les cultures. Donc on s'est engagé aussi dans l'agriculture de conservation. Depuis déjà on a arrêté les premiers labours, ça fait 20 ans. Donc agriculture de conservation et par contre là on utilise, on est vraiment dans le début, on va dire, de la collecte des données. On n'est pas du tout sur une approche numérique ou quoi que ce soit. Vous allez nous expliquer aussi pourquoi. Troisième axe, concernant le matériel. Eh ben, le matériel, donc, principalement en CUMA. Donc, tout le matériel lié à l'activité laitière en propriété, tout le matériel lié aux cultures et à la CUMA.
Et puis voilà, pour la partie exploitation. Voilà, et par ailleurs, vous êtes très engagé dans le mouvement CUMA puisque vous avez été administrateur national et vous êtes président de France CUMA Numérique, c'est bien ça? Je l'ai été, vous l'avez été. Voilà, j'ai laissé ma place il y a 6 mois. D'accord. Alors reprenons ces trois axes stratégiques, robots, et justement interrogeons-nous par rapport au numérique. Où est le numérique dans cet aspect-là, dans cet axe-là, et pourquoi vous l'avez utilisé? Qu'est-ce que vous en attendez ou pas? Parce qu'on verra qu'il y a des axes où il y a peu de numérique. Alors les robots de traite d'abord. Alors robots de traite, donc ils sont livrés forcément avec un logiciel d'exploitation. Donc on a utilisé la première version donc avec l'arrivée du robot de traite, mais on s'aperçoit quand même que vu la masse de données, on en utilise très peu. On est submergé par les données et on est obligé de faire un tri, nous, à notre échelle, pour valoriser ces données. Et on s'aperçoit qu'on utilise très peu de données par rapport à tout ce qui est collecté. Néanmoins, vous avez des outils d'aide à la décision qui sont issus des données du robot? Alors voilà, par contre, là, il y a eu des évolutions avec des applications smartphone, où là, on commence à avoir des fonctionnalités qui nous permettent de gagner du temps, donc de l'efficience. Notamment surtout, enfin voilà, on n'est plus obligé d'aller à l'ordinateur, on les a, voilà, on appelle ça en mobilité, je sais plus, il y a un petit nom pour ça, mais d'accord. Donc voilà, c'est le côté intéressant c'est de pouvoir, cette approche. Oui, parce que vous pouvez comme ça gérer votre troupeau, une partie de votre troupeau voilà. À distance peut-être. Oui. Hein. Enfin, ça existait déjà, mais moins pratique que la nouvelle évolution. Mais effectivement, oui, là, on gagne encore en compétitivité, on va dire, en praticité. Et ça nous permet de gérer le troupeau. Donc là, vous nous parlez, parce qu'on regarde par rapport à la multiperformance, donc vous nous parlez d'économie, d'efficience, de gain de temps. Est-ce que la question environnementale est une question qui se pose quand on a un robot de traite? C'est la performance environnementale ou est-ce que ce n'est pas la question? Non, à l'origine, c'était clairement une approche économique. D'accord, très bien. L'approche environnementale, apparemment, elle est étudiée, mais... c'est pas votre moteur, en tout cas, pour à l'origine, c'était vraiment une approche économique. Alors, deuxième axe, la question de l'agriculture de conservation. Est-ce qu'il y a du numérique là-dedans? Ou pourquoi? Et s'il n'y en a pas, pourquoi? Alors, pas du tout. Enfin, par rapport à notre exploitation, en tout cas. Je vous le disais, on est plus dans la collecte de données. Il n'y a pas, enfin, aujourd'hui, on investit dans l'agronomie et non pas dans le numérique. Donc voilà, c'est une approche différente. Mais il n'y a pas du tout, on n'arrive pas à trouver de lien avec du numérique aujourd'hui. Vous n'y arrivez pas parce que ça n'existe pas, parce que ce n'est pas adapté à votre situation? Je pense qu'il y a trop de facteurs à prendre en compte, puisqu'on est sur des associations de culture, sur des couverts permanents, sur la vie du sol qui est encore méconnue, on va dire. Donc non, on n'arrive pas à trouver d'outils qui pourraient nous aider. Alors à part les groupes d'échange avec les WhatsApp où là il y a vraiment, on arrive à faire évoluer justement nos pratiques. Mais hormis ça, à ma connaissance. Donc là c'est plutôt la discussion avec les collègues qui font la même chose, qu'ils soient vos voisins ou des gens qui sont un petit peu loin. Et l'agriculture de conservation elle-même, c'est un choix stratégique qui est pour quelles raisons? Des raisons économiques ou des raisons autres? Non, ça a été un électrochoc dans les années 2000 quand on commençait à retourner de la terre bleue quand on labourait. On s'est dit qu'il y avait un problème, donc on a essayé de revoir un petit peu nos pratiques parce qu'on est sur des terres argileuses et en fait on avait des terres complètement asphyxiées par les pratiques. Donc vous avez dit il faut changer. On s'est dit là il y a un problème. D'accord, très bien. Troisième axe, le matériel. Le matériel, donc en CUMA, beaucoup. Donc la totalité en CUMA, on va dire. Donc effectivement, on n'investit que dans la partie, comme je le disais, liée à la production laitière qui est utilisée tous les jours. Et tout le reste est en CUMA. Donc la partie numérique de la CUMA, ça va se limiter donc au boîtier connecté. Donc c'est quoi ce boîtier connecté? Il sert à quoi certains le connaissent bien, les boîtiers Carnot. Donc c'était un peu les pionniers un petit peu dans la remontée d'informations en direct, donc avec une traçabilité, avec on a un tracé précis du déplacement du matériel. Et en fait, à chaque fois que le matériel entre dans une parcelle
qui a été affecté à un agriculteur, le compteur se met en route. Donc vous savez exactement où le matériel est allé et combien de temps il y est resté. Quelle activité il a eu, voilà. Pour la gestion de l'accuma, j'imagine que c'est très pratique ça. Voilà, c'est pour ça que on a investi dans cet outil. Mais pas d'outils connectés ou peu d'outils connectés, les tracteurs avec des connexions partout, vous en avez? Non, parce qu'on a des gros utilisateurs, mais on a aussi des utilisateurs plus ponctuels qui vont faire quelques heures dans l'année et donc qui n'ont aucune nécessité de ce genre de matériel. Il faudra de toute façon leur réexpliquer à chaque fois qu'ils viendront chercher le matériel. Donc tout ce qui est trop high-tech, ça ne convient pas pour le groupe. On essaie de simplifier au maximum le matériel. Donc pour simplifier et pour résumer, dans votre exploitation, il y a du numérique, mais il n'y a pas que du numérique non plus. Vous n'êtes pas high-tech à fond. C'est quoi? C'est un peu, mais pas pour tout, quoi. Ça a été dit tout à l'heure dans la première intervention, c'est le retour sur investissement qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à démontrer. Alors ça commence à venir. Mais vu le montant des investissements, aujourd'hui, sur nos tailles d'exploitation, sur nos petites exploitations, enfin petites entre guillemets, mais... Oui, parce que c'est une question qui me faisait un peu sourire. On parlait des grandes exploitations. Quand on regarde votre exploitation, 150 hectares, mais à 3 personnes, ça fait que 50 hectares par personne quand même. Hein, ou 85 vaches à diviser par 3, ça ne fait pas une grosse exploitation. Non. Donc voilà, c'est plus cet investissement... Et j'arrive pas à voir personnellement, j'arrive pas à voir le retour sur investissement. Voilà, écoutez, très bien. Voilà, c'est un témoignage intéressant et on verra tout à l'heure quelles sont les pistes sur lesquelles vous allez travailler. Emmanuel Gourdin, peut-être? Alors, je disais que vous étiez chef des innovations digitales à Arvalis. Je propose que vous nous décryptiez d'abord de quoi il s'agit. Oui, bonjour. Donc, effectivement, peut-être je présente très rapidement Arvalis aussi, même avant de présenter mes activités. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut, donc on est un institut de recherche appliquée financé par les agriculteurs. Donc, notre objectif, c'est de les accompagner dans toutes les transitions qu'ils vivent au quotidien, et notamment la transition agroécologique en fait partie. Et puis, donc, au sein de l'Institut, effectivement, pour accompagner les agriculteurs, on a besoin de se doter, enfin, nous, on se dote d'outils, et notamment d'outils numériques. Et dans mon service, on travaille sur tout ce qui va être méthode de modélisation, statistique, développement de logiciels informatiques, pour essayer, d'accompagner nos collègues dans la recherche et dans l'acquisition de références, et pour ensuite déployer des modèles dans des outils d'aide à la décision vers les agriculteurs. Donc à propos de ces outils d'aide à la décision, est-ce que ça a évolué quand même depuis que vous travaillez à Arvalis? Dans quelle direction ça évolue? Ça est parti d'où et on va où? Absolument. Donc à Arvalis, on travaille, on fait beaucoup d'acquisition de références, donc pour pouvoir capter de la donnée, pour pouvoir générer de la connaissance et la restituer auprès des agriculteurs à travers un certain nombre de préconisations. Et donc historiquement, à Arvalis, on a une offre de services numériques basée sur des OAD plutôt tactiques. Donc tactique, ça veut dire j'accompagne l'agriculteur dans le pilotage de son exploitation, enfin de sa culture plutôt. Donc on va être plutôt à l'échelle de la culture, on va être plutôt sur du monolevier, donc c'est-à-dire et de l'optimisation. Pierre l'a abordé très bien tout à l'heure. On va être dans l'efficience. Un exemple peut-être pour illustrer qu'est-ce que c'est qu'un OAD tactique? Pilotage de l'azote. Donc par exemple, nous on développe Farmstar, qui est piloter l'azote sur un blé ou sur du blé et à travers de l'agriculture de précision, donc en utilisant les images satellites. Donc ça c'est vraiment du pilotage tactique. C'est sur quoi vous travaillez avant et ça évolue vers quelle direction? Et effectivement, on évolue parce qu'on se rend bien compte que ça trouve ses limites, ces modèles. Déjà, on est plutôt sur du modèle boîte noire, je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, basé sur... On va analyser de la donnée, de l'intelligence artificielle un petit peu derrière, et donc on se dit qu'effectivement, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est si on veut accompagner aujourd'hui la transition agroécologique, si on veut répondre à toutes les formes d'agriculture, on ne peut plus se limiter à ces outils tactiques. Il faut qu'on aille plutôt vers de l'accompagnement stratégique et surtout vers de la reconception de systèmes. Je pense que c'est exactement ce qu'expliquait Pierre tout à l'heure. Et comment accompagner cette reconception de système? C'est assez complexe parce que ça veut dire qu'il faut revenir à l'échelle du système de culture. On ne va plus travailler à l'échelle de la culture, donc il faut être à l'échelle du système de culture. On va plus travailler l'ensemble de l'assolement, la succession, d'assolement, la succession ou de la rotation, et de la rotation. On va plus travailler sur du monolevier, c'est plus ce qui nous intéresse. Ça va être plutôt la combinaison de leviers. Par exemple. Puis,
par exemple, je combine une variété, une date de semis, et puis des apports azotés, des phytosanitaires, etc. Voilà, etc. Donc cette combinaison de leviers. Et puis on va plus être sur de la monoperformance, c'est-à-dire qu'il faut plus qu'on évalue que, la partie technico-économique, mais il faut qu'on voit l'effet sur un certain nombre d'indicateurs qui vont intégrer effectivement à la fois des indicateurs économiques, parce que ce qu'on cherche quand même, c'est que les producteurs y vivent correctement. Le point de départ, c'est quand même les performances économiques et mais techniques. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a besoin d'aller chercher d'autres formes d'indicateurs, des indicateurs environnementaux, de biodiversité, des IFT, des indicateurs de stockage carbone, puisqu'on demande aussi aux agriculteurs de contribuer positivement à l'environnement. Donc c'est comment nous, on va construire ces indicateurs et les intégrer dans nos outils. Et donc l'idée, c'est d'aller effectivement vers plutôt des OAD, on va appeler ça stratégiques, qui vont permettre plus globaux, quoi. Voilà, plus globaux, d'accompagner les agriculteurs déjà dans l'évaluation, dans la mesure de cette multiperformance, donc en renseignant tout son système de culture. Donc on a un outil aujourd'hui qui est gratuit, je le souligne parce que c'est pas souvent le cas, qui s'appelle Sister, donc qui nécessite une formation quand même en avant pour y accéder, mais qui permet effectivement de calculer en renseignant beaucoup d'informations, il ne faut pas se leurrer non plus. Aujourd'hui, pour pouvoir utiliser le numérique, il faut beaucoup de saisie si on veut que les informations soient intéressantes à capter. Donc, à partir de la saisie d'un centre d'information sur l'exploitation, on va pouvoir calculer une centaine d'indicateurs à l'échelle de l'exploitation pour essayer d'accompagner l'agriculteur dans l'évaluation déjà de la performance, de la multiperformance de son système. Donc, pour résumer, la performance, elle était technique et économique au départ. Les OAD, ils étaient faits pour ça. Et de plus en plus, les dimensions, en tout cas environnementales, apparaissent et sont intégrées aux outils que vous êtes en train de travailler. C'est bien ça? Absolument. Merci. Rim Bakar, donc vous êtes enseignante-chercheuse à l'ESA, je le disais tout à l'heure. Vous avez participé à un jeu. Peut-être que vous pourriez nous dire ce sur quoi vous travaillez en dehors de fabriquer des jeux, parce que c'est peut-être pas l'essentiel de votre... Donc oui, Rim Bakar, je suis enseignante-chercheuse en agronomie à l'École supérieure des agricultures à Angers. Je suis moi-même de formation ingénieure agronome et ensuite j'ai effectué une thèse en écophysiologie végétale. Et aujourd'hui, dans mes travaux de thèse, je m'intéresse aux associations de cultures entre légumineuses et autres cultures, mais essentiellement les céréales. Et moi particulièrement, c'est le volet adaptation entre les deux cultures associées au niveau architecture aérienne notamment, que j'étudie en particulier. D'accord. Donc, comme vous pouvez le constater dans mon parcours, je n'avais pas vocation à concevoir des jeux, mais de par le volet enseignement dans lequel je suis impliquée, donc j'enseigne l'agronomie, la conception et l'évaluation des systèmes de culture, j'ai fait partie d'un projet européen Erasmus+, qui a duré 3 ans et qui avait pour objectif de créer un jeu sérieux qui s'appelle Segae. Donc c'est un jeu sérieux pour apprendre l'agroécologie. Et alors justement, avec qui avez-vous travaillé? Il y avait un petit groupe, vous n'étiez pas toute seule, bien sûr. Ah non, pas du tout, j'étais pas toute seule. Donc le projet étant un projet européen qui a déjà un objectif de favoriser les partenariats entre pays européens, mais qui a aussi pour objectif essentiellement de promouvoir la jeunesse et l'enseignement. On a travaillé entre 4 pays partenaires, 6 partenaires, 3 en France, donc l'ESA, AgroCampus Ouest et l'école Veto à Nantes. Ensuite, l'Université de Bologne en Italie, l'Université de Cracovie en Pologne et l'Université de Liège en Belgique. Donc autour de la table, il y avait plusieurs disciplines qui étaient représentées, des zootechniciens, des agronomes, des économistes, des écologues. Donc on voit bien déjà la diversité des profils nécessaires pour réfléchir. Et on se dit, tiens, ça n'a pas dû être facile, mais vous allez nous en parler tout à l'heure. Oui. Donc vous avez conçu un jeu. Donc ce jeu existe, ça a duré 3 ans, Donc le projet a duré... Voilà, c'est ça, l'aventure a duré 3 ans, au bout de laquelle le jeu a vu le jour. Donc c'est un jeu qui n'est pas un jeu de plateau, il est disponible sur une interface, donc
on joue numérique, numérique gratuit, disponible pour tout utilisateur potentiel. En quelques mots, comment ça fonctionne? Alors, le joueur, l'utilisateur, prend la place de l'agriculteur. Sur l'interface, il a les différents... ça reste relativement simple, mais on visualise un petit peu tous les compartiments d'une exploitation. Polyculture, élevage, je tiens à le préciser. Donc on va trouver un cheptel de vaches laitières. C'était un choix qui a été fait dans le projet. Le système de culture qui est relativement simple au début. Les pratiques qui sont déjà implémentées. Et ensuite, donc, le joueur, l'agriculteur, dispose d'un un ensemble de pratiques possibles qu'il peut mettre en place pour mener sa ferme vers un objectif qui peut être défini, qui peut être différent d'une situation à une autre. Mais en tous les cas, ce sont des pratiques dites agroécologiques et qui ont pour objectif d'améliorer la performance, la durabilité de l'exploitation. Donc en gros, si je fais cette action, voilà les conséquences que cela aura sur mon exploitation, c'est sur les différents leviers de l'agroécologie? Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, justement. Je vous en prie. Donc, la durabilité, en l'occurrence, ici, on s'est appuyé sur la notion de durabilité qui est communément utilisée et qui s'appuie sur les 3 piliers de la durabilité, donc économique, environnemental. Donc technico-économique, social et environnemental. Et derrière chaque pilier, il y a un certain nombre d'indicateurs, notamment, Emmanuel Gourdin en parlait à l'instant, qu'on est allé piocher dans la littérature. Et donc, on en parlera tout à l'heure. C'est complexe en tous les cas. Un levier peut impacter différents indicateurs, mais en tous les cas, l'ensemble agrégé va nous permettre de voir comment la durabilité évolue dans le temps sur un temps annuel, justement. Et ce jeu peut être utilisé par des étudiants, par des conseillers agricoles peut-être, par des agriculteurs? Tout à fait. L'objectif initial ou le public initial visé par ce jeu, c'était les étudiants et les conseillers. Parce que, justement, l'agroécologie et les pratiques agroécologiques nécessitant une approche pluridisciplinaire et systémique, justement, on se proposait d'utiliser un jeu qui permet d'expliquer peut-être ou d'apprendre en faisant ces notions et ces concepts qui sont souvent assez complexes à expliquer, et surtout que tout est connecté, les effets sont assez complexes. Donc en fait, on le voit en jouant et en le pratiquant. Et que c'est plus compliqué que ça n'y paraît. C'était l'idée de départ. Merci beaucoup, Félix Bonduel. Donc vous avez créé votre entreprise Javelot. Je crois que vous l'avez créée avec un agriculteur. Absolument, un agriculteur qui est aussi président de Sakuma, on en parlait tout à l'heure, mais qui est cofondateur et qui est président de Javelot aujourd'hui. Et quelle était l'idée de départ? C'est peut-être lui qui vous a donné l'idée de départ, je ne sais pas qui a eu l'idée au début, mais c'était quoi le besoin? Alors, l'idée de départ au début, c'était d'adresser une solution pour les agriculteurs qui stockaient à la ferme, parce qu'on a identifié le fait qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas forcément et de solutions et de formation pour le bon stockage des matières premières agricoles. Quand on stocke du grain de manière générale, c'est vrai à la ferme mais aussi dans les organismes stockeurs, on a un certain nombre de risques, de moisissure, de germination qui sont des risques assez classiques et surtout des risques de développement d'insectes. Et pour ça, on va chercher à refroidir le grain pour éviter ces développements d'insectes, sauf que le refroidissement des grains, c'est quelque chose d'assez complexe, ça va dépendre des installations, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et donc nous, on a à l'origine développé une solution pour pouvoir accompagner les agriculteurs là-dessus. Vous nous la décrivez rapidement, cette solution? Oui, alors à l'origine, c'était un thermomètre connecté pour les agriculteurs. En l'occurrence, aujourd'hui, on travaille encore pour les agriculteurs, mais en très grande majorité, on travaille plutôt pour les organismes stockeurs, donc les coopératives ou les négoces. Parce que tout simplement, quand on est allé les voir dans une vocation plutôt de distribution auprès des agriculteurs, eux nous ont dit, attendez, parce qu'on a aussi des problématiques dans nos silos. On était parti du principe que organismes stockeurs, ils devaient être très bien équipés, très bien formés, etc. C'est ce que j'aurais pensé. Ça a été le cas, il y a des compétences, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin parce que les contraintes aujourd'hui, on va parler de contraintes environnementales, de contraintes énergétiques, etc., font qu'on a besoin de pouvoir accompagner de manière beaucoup plus précise les utilisateurs, qui sont les chefs de silo, qui sont les chefs de région, etc. Donc en gros, vous mettez des thermomètres, ou des thermomètres connectés dans la cellule que vous souhaitez observer. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
En fait, ce qu'on propose, c'est même une plateforme d'hypervision. Donc l'idée, c'est de faire remonter toute la donnée de ce qui se passe dans les stockages de grains. Si on parle de cette spécificité métier, effectivement, c'est des données de température du grain, et des outils de pilotage, des systèmes de ventilation. Tout à l'heure, on parlait de différents niveaux quand on parle de numérique, l'acquisition de la donnée, les OAD et le pilotage. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de faire les trois. Vous voulez un chaînage des trois. Exactement. Et j'ai l'intime conviction, tout à l'heure on parlait de saisie de données, j'ai l'intime conviction que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est à partir du moment où on ne prend qu'une seule brique que ça devient finalement non efficient. Et nous, on a décidé vraiment d'aller adresser les différentes problématiques. Et par rapport à notre problématique de la multiperformance, donc économique, sociale, environnementale, où est-ce que vous intervenez, vous ? J'ai envie de dire les trois. Et encore une fois, j'ai la conviction que pour des structures comme les nôtres, pour être performant, la première chose évidemment, c'est d'adresser une problématique technique. S'il n'y a pas de problématique technique, on n'a pas de raison d'être. Mais c'est vraiment la première chose, ce qu'on fait, je pense. Évidemment, et Stéphane en parlait tout à l'heure, s'il n'y a pas d'équilibre économique et si on n'est pas capable de prouver un équilibre économique, donc un retour soit sur l'investissement, soit sur la charge, puisqu'on est de plus en plus dans des modèles d'abonnement. L'équilibre économique, c'est moins de pertes de grains, donc enfin moins d'insectes, moins de moisissures. C'est moins de pertes de grains, c'est moins d'utilisation d'insecticides et c'est surtout des économies d'énergie qui sont extrêmement importantes dans le contexte actuel, évidemment. Ça rejoint le volet environnemental. Et ça rejoint le volet environnemental et qui, encore une fois, fait partie, en tout cas de notre nature, mais je pense de beaucoup de structures comme les nôtres. Et ça devient même indispensable aujourd'hui. Et j'extrapole un petit peu, mais si on n'a pas au cœur de notre raison d'être ce volet environnemental, c'est difficile par exemple de trouver des financements. Il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui sont des fonds à impact, qui sont liés, voire même les organismes bancaires qui nous disent maintenant on ne vous prête plus d'argent si vous n'êtes pas capable de prouver votre impact positif, si vous ne courez pas après tel ou tel label, etc. etc. Donc je pense que l'enjeu environnemental, il doit absolument être au cœur aussi de notre projet stratégique. Vous faites partie également de la Ferme Digitale. Je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais Ferme Digitale, c'est ce groupement qui regroupe à la fois des startups et des entreprises liées avec le digital. C'est important pour vous, ça, d'être dans la Ferme Digitale ? Oui, c'est important et c'était important aussi de pouvoir représenter notre volet. Alors il y a énormément de structures, je sais que la Ferme Digitale est là et j'ai plus le nombre exact en tête, en tout cas sur les startups, mais c'est 70 ou 80 startups aujourd'hui qui sont représentées avec des critères d'éligibilité. Et nous, ce qui était important, c'était aussi de pouvoir représenter le stockage, ou en tout cas ce qu'on appelle maintenant l'après-récolte, parce qu'on n'a plus que le stockage, mais c'est vraiment l'après-récolte, qui est tout un volet de l'agriculture. On n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de production, de ce qui se passe au champ ou dans les élevages. On parle un peu moins de ce qu'il y a après. Et effectivement, l'agriculture va jusque-là, notamment chez les agriculteurs. Encore une fois, quand on stocke, c'est pas une grande masse inerte. Il y a encore beaucoup d'enjeux à ce moment-là. Et voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir adresser et de représenter ce marché-là, au même titre d'ailleurs que dans le cadre de la French Tech, où on est membre de la French Tech et on est labellisé Agri20, donc dans les 20 startups les plus prometteuses de l'univers agri. Merci beaucoup. Gifona, un petit mot peut-être sur ce premier tour de piste. Est-ce que... Vas-y, prenez un micro, voilà. Est-ce que ce que vous entendez à l'instant rejoint de près, de loin, les travaux que vous avez faits? Est-ce que ça confirme ou ça infirme peut-être, parce que vous avez peut-être entendu des choses différentes de ce que vous aviez étudié? Oui, effectivement. Donc, par rapport à ce que moi, en fait, j'ai eu à travailler pendant ma thèse, effectivement, ça rejoint très bien mes résultats, dans le sens où la complexité du numérique en fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir des résultats assez parlants pour les éleveurs, notamment le besoin sur le retour d'investissement en fait, parce que la complexité du numérique fait qu'en fait un agriculteur qui adopte le numérique en fait c'est un autre agriculteur et c'est là où c'est compliqué et je rejoins tout à fait le problématique d'estimer ce genre de résultats et effectivement et c'est pourquoi on est au début du numérique Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Alors, dans la première partie de cette table ronde, donc, on vient de décrire les outils utilisés et comment vous les utilisez, mais il est important, intéressant de savoir, au-delà de ces données, de ces outils d'aide à la décision dont vous avez parlé, comment est-ce qu'ils sont fabriqués, quelle est la donnée que l'on connecte, comment on la traite. Comment on met en forme cette donnée. Voilà un peu les questions qu'on va se poser dans cette deuxième partie. Alors peut-être Emmanuel Gourdin, on va continuer avec vous.
Vous avez commencé à effleurer le sujet en disant, voilà, vous aviez un certain nombre de données que vous récoltiez par les essais. Alors, d'où vient la donnée qui vous sert ensuite pour élaborer vos outils ? Effectivement, donc nous, on a la chance à Arvalis d'avoir un réseau de stations d'expérimentation. On a 27 implantations en France avec à peu près 1500 essais agronomiques sur lesquels on va collecter énormément d'informations et qui vont être un peu notre matière première, nous, pour la modélisation. Donc effectivement, ça marche bien sur le système que j'évoquais avant, c'est-à-dire sur les OAD tactiques. Notre expérimentation, elle est plutôt, on va faire du monolevier, on va combiner peut-être 2 leviers, 3 leviers en expérimentation, sachant que nous, on cherche à mettre en évidence des liens causaux, on ne cherche pas de la corrélation. Et donc, on ne peut pas démultiplier le nombre de leviers. Et donc, les données qu'on va acquises, elles vont être un peu limitées quand on va vouloir justement aller comprendre ce qui se passe quand on combine peut-être 5, 6, 7 leviers dans le temps, quand on mélange des cultures, quand on veut diversifier, qu'on va rajouter une culture à la rotation. Et donc là, l'approche, on va dire data-driven, pour donner des mots à la mode, c'est-à-dire de construire des modèles sur base des données, elle va être limitée. C'est-à-dire qu'elle est intéressante pour faire des modèles plutôt tactiques, donc monolevier, etc. Par contre, dès qu'on va parler de transition agroécologique, et tout à l'heure Stéphane l'évoquait très bien, comment je choisis d'aller vers l'agriculture de conservation, quels outils j'ai pour me dire oui, c'est bien ou pas bien sur la performance de mon exploitation d'aller vers ça. Et donc là, on est en train d'explorer des nouvelles approches méthodologiques dans mon service qui s'appellent des réseaux bayésiens. Et l'objectif de ces travaux, ce n'est plus de modéliser à partir de la donnée, mais de modéliser la connaissance. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, et ça rejoint un peu ce qu'évoquait Pierre sur les notions RRI. Alors, je ne savais pas qu'on faisait ça à Arvalis, mais j'ai découvert qu'on allait dans cette direction. Je ne peux pas dire qu'on le fait, mais c'est de se dire comment demain on répond à toutes les formes d'agriculture, comment on les accompagne et comment le numérique peut les accompagner. Et donc, on a eu cette idée, un de mes collaborateurs a découvert cette méthode et on est vraiment en train d'investir dessus. Et en fait, elle est basée sur la mathématisation, je vais dire ça comme ça, des connaissances des experts. Et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui. Les experts étant des conseillers agricoles. Des conseillers, des agriculteurs, des chercheurs, des ingénieurs. En fait, on met autour de la table tous les gens qui ont une connaissance sur le sujet, sur le système sur lequel on va travailler. Et ça fait de la donnée, finalement, complémentaire. Et en fait, l'idée, c'est effectivement de modéliser les connaissances et d'en faire un modèle à la fin pour pouvoir justement à la fois comprendre l'avantage de ces modèles. Alors, je ne peux pas, hélas, rentrer dans le fonctionnement d'un réseau bayésien, et si certains sont intéressants pour en discuter, mais c'est de pouvoir justement après les utiliser à la fois pour faire du diagnostic, c'est-à-dire je regarde toutes les combinaisons que je fais à l'échelle de mon système de culture et j'évalue la performance, mais également en sens inverse, je fixe les performances que je veux et je remonte la chaîne et j'identifie les combinaisons de leviers me permettant d'y accéder. Et derrière la combinaison de leviers, là, on va beaucoup plus loin que ce que j'évoquais tout à l'heure, la variété, etc. On va jusqu'à effectivement les mélanges d'espèces. Si les experts ont décidé que c'était un levier intéressant, ça sera dans le modèle et on pourrait évaluer sa performance. Et est-ce que ça veut dire que les outils que vous élaborez sont adaptés à toutes les situations pédoclimatiques? Par exemple, Stéphane disait tout à l'heure, moi, j'utilise pas beaucoup les OAD pour l'agriculture de conservation, mais peut-être parce que sur mon sol à moi, est-ce que je vais avoir un outil qui est pertinent, performant? Alors, l'idée pour nous, effectivement, à Arvalis, c'est de répondre de pouvoir avoir des modèles et des outils suffisamment génériques pour répondre à tous les contextes pédoclimatiques. Alors ça, c'est sur le papier. Après, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Après, c'est pas simple. Donc, pour ça, on a beaucoup de référentiels. Par exemple, nous, on a une base sol qui référence à peu près 600 sols en France. Donc, on essaye d'être le plus exhaustif possible. On a des référentiels variétés. On a du climat à des échelles... on accède à de la donnée climatique à des échelles assez fines qui nous permettent effectivement de nous approcher des conditions, on va dire, les plus proches possibles. Mais après, il ne faut pas se leurrer. Un modèle, ça reste une représentation simplifiée de la réalité. Donc, on fait des hypothèses dans nos modèles et effectivement, à la fin, on a de l'incertitude autour. Et juste pour aller jusqu'au bout par rapport au réseau bayésien, en fait, on change complètement de format, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle fermé, boîte noire, dans nos OAD, on va dire tactique, à des modèles. L'objectif de ces réseaux bayésiens, c'est que ce soit des modèles complètement ouverts, et on va plutôt appeler ça même des simulateurs, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'utilisateur, que ce soit un agriculteur, un conseiller, il ait accès à la connaissance qui a été mise dans
ce modèle. Il peut même jouer sur les paramètres, il peut même les ajuster s'il n'est pas d'accord. Et l'idée, voilà, c'est d'aller vers cette démarche, beaucoup plus d'outils qui vont accompagner la prise de décision et d'outils complètement ouverts et transparents pour vraiment être à la fois pédagogique et essayer d'avoir l'accompagnement, sachant que... Oui, parce qu'entre la donnée de départ et l'outil de la fin, il se passe plein de choses entre les deux. Il y a quand même le traitement de la donnée, il y a des choix qui doivent être faits pour simplifier les choses à la fin, parce que sinon, vous avez tellement de données au départ que c'est très complexe. Absolument. Et après, donc, pour nous, tout l'enjeu, c'est l'évaluation de nos outils. Donc, c'est évaluation. Alors, en quoi les sorties de nos modèles sont pertinents, sont précis, etc. Et donc, pour ça, effectivement, on revient à la donnée, c'est-à-dire que là, on va essayer de faire des simulations France entière, on va les comparer avec des situations réelles et on va essayer de calculer un écart entre ce que le modèle dit et puis... alors, c'est plutôt les sorties de modèles. Je reviens à la présentation de Pierre qui disait effectivement une sortie de modèle, il y a une interprétation souvent et il y a la manière dont c'est utilisé, ça, on ne l'évalue pas. Mais on va évaluer par contre la pertinence de la valeur de l'indicateur qu'on va produire. Félix Bonduel, peut-être, comme ça, a priori, je dirais que la question de la collecte des données est plus simple chez vous. Je ne veux pas minimiser parce qu'on a des thermomètres, ils donnent de la température, on réunit ça, on déclenche un ventilateur et puis c'est fini. J'imagine que c'est plus compliqué que ça. Alors oui, c'est plus compliqué parce qu'on a des formes, une diversité de silos qui est énorme. Donc il y a des formes de capteurs qui peuvent être différents. Et surtout, on essaie de diversifier le type de données qu'on va récupérer. Il y a des données, effectivement, qui sont à l'intérieur des silos où là, on est obligé de mettre des capteurs. On va aller chercher des données climatiques, on va aller chercher plein de données qui vont nous permettre d'améliorer la performance générale des outils industriels de nos clients ou des agriculteurs qui stockent à la ferme. Je voulais simplement revenir ou peut-être donner mon point de vue sur ce qui a pu être dit, alors que ce soit Emmanuel ou Stéphane tout à l'heure, où parfois on oppose un petit peu l'acquisition de la donnée et l'expertise métier. Tout à l'heure, Stéphane disait on a plutôt fait le choix de l'agronomie que du numérique. Je pense que c'est vraiment un levier. Alors le numérique et l'acquisition de la donnée, le fait d'avoir accès à des données très très massives nous permettent parfois aussi de remettre en cause ou alors de définir des nouveaux périmètres d'action, etc. Il nous est arrivé, on travaille beaucoup avec Arvalis, Arvalis est même maintenant à notre capitale, mais il nous est arrivé de remettre en cause des modèles de certains experts en disant en fait voilà, par rapport à la masse de données qu'on a, la réalité, elle n'est pas tout à fait celle-ci. Et effectivement, on avait des croyances, on avait des recherches qui avaient été faites, etc. Sauf que maintenant, on a accès à une masse de données qui est tellement importante. Aujourd'hui, on fait plusieurs, alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais on fait plusieurs centaines de millions de relevés de température et plein d'autres données qu'on va chercher à droite et à gauche. Et en l'occurrence, on a déjà remis en cause, notamment sur les problématiques insectes, des croyances ou en tout cas des projets de recherche qui avaient été menés par Arvalis. Et entre les deux, entre la collecte de la donnée et l'application, parce que c'est aussi des outils au développement ou enfin à la décision que vous avez, qu'est-ce qui se passe, quel est le moteur à l'intérieur et le traitement de la donnée c'est là que c'est le plus difficile. Et les choix que vous êtes amenés à faire. C'est là que c'est le plus difficile. Alors c'est vrai que je me suis pas présenté tout à l'heure, mais moi je suis ingénieur en agriculture, donc je suis assez loin finalement de la data, de la tech, etc. Par contre, toutes les personnes qu'on embauche aujourd'hui, on a une trentaine de personnes, il y a à peu près de la moitié de notre équipe qui sont des équipes tech et data. Et c'est là la vraie difficulté de nos métiers, c'est d'être capable de rendre une masse d'informations qui va être exploitable par un agriculteur, par un chef de silo, etc. Parce qu'à un moment donné, si je pose ces questions, c'est qu'il faut simplifier à un moment donné. Donc il y a un Exactement. choix. Et qui dit choix dit un peu subjectivité finalement. Il faut simplifier ou il faut transformer la data en une information pertinente. Et c'est effectivement là que c'est le plus complexe. C'est d'être capable de créer des modèles, de créer des algorithmes pour pouvoir prendre les bonnes décisions, voire même qu'on automatise ces décisions. Quand on va prendre la main sur un système de ventilation pour ventiler, et ben en fait, on a tout un ensemble, un algorithme, hein, c'est finalement une règle de décision. Est-ce que tous ces critères sont remplis pour que je puisse déclencher ma ventilation? Et là, on essaie de simplifier au maximum. À la limite, l'algorithme, il n'a même pas forcément besoin de le comprendre, c'est mieux s'il le comprend. Et on fait beaucoup de pédagogie autour de ça. Comment est-ce qu'on a pris la décision de déclencher la ventilation? Encore une fois, sur plein d'indicateurs, hein, des indicateurs aujourd'hui sur l'énergie, par exemple, d'heure pleine, d'heure creuse, sur évidemment les deltas de température, entre la température du grain et la température extérieure, mais ça peut être plein de choses. Et l'idée, c'est vraiment d'aller cumuler toutes ces informations ou en tout cas toutes ces données, pour en faire une information simple et qui soit directement exploitable. Pertinente. Et pertinente, évidemment.
Rim Bakar, peut-être vous aussi dans le jeu, finalement, même si c'est autre chose, c'est un autre contexte, mais pour faire ce jeu-là, il a fallu récupérer beaucoup de données, je suppose. Alors oui, il a fallu récupérer des données, mais là on était sur une échelle un peu supra, c'est-à-dire comme si c'était de la métadonnée. Il y a eu déjà des travaux qui ont été faits pour établir par exemple des relations entre l'effet d'une pratique sur un élément de la ferme, sur sa rentabilité, sur l'évolution d'une certaine population par exemple d'individus liés à la biodiversité au sol, enfin voilà. Donc mais ça, il faut quand même aller chercher cette information-là pour paramétrer notre jeu. Parce qu'en fait, derrière jeu, c'est un modèle aussi. Un modèle qui a un objectif pédagogique. Ce n'est pas directement un objectif d'accompagner la prise de décision d'un agriculteur, par exemple, mais il a un objectif d'éclairer et de tester que ce soit un conseiller, un étudiant ou un agriculteur, de tester des combinaisons et de voir qu'est-ce que ça peut faire sur les différents indicateurs de la ferme. Parce que justement c'est très complexe et parce que des fois il y a des effets qu'on ne soupçonne pas ou des effets qui s'annulent voilà. Donc il a fallu chercher l'information dans la littérature et est-ce qu'il a fallu faire des choix également entre vous avez donc tout un tas d'informations que vous récupérez dans la littérature, comme vous dites, et ensuite alors oui, il a fallu faire des choix parce que des fois les informations qu'on trouvait étaient contradictoires. Là, c'est tout à fait, ça fait partie aussi des choses parce que selon les contextes et les études qui ont été réalisées, on peut avoir des effets. Il n'y a pas forcément toujours un consensus entre scientifiques sur telle pratique donne tel effet. Il y a des mécanismes et des concepts qui sont tellement complexes qui n'ont pas été explorés. Justement, on le disait, en ce qui concerne tout ce qui concerne justement la biodiversité au niveau du sol, par exemple, ce qui se passe quand on passe d'un certain système de travail du sol à un autre système. Et puis, quand l'information était absente, il a fallu aussi quand même remplir nos tableaux de paramètres. Et là, c'était des dires d'experts aussi. Donc, autour de la table, comme il y avait plusieurs représentants de différentes disciplines, il y a eu des choix qui ont été faits de cette manière-là parce que l'information n'était pas forcément disponible. Et puis après, il a fallu simplifier peut-être pour que l'interface utilisateur soit la plus facile possible, peut-être ? Oui, l'objectif était effectivement de réussir à faire un rendu simple et intelligible pour tout utilisateur et ne pas rentrer dans des indicateurs trop complexes. Donc il y a eu un choix qui a été fait de mettre des indicateurs compris entre 0 et 1. Tout a été normalisé de cette manière-là. L'objectif étant de voir les tendances de fluctuation de la durabilité des différents piliers en fonction des pratiques et des choix opérés. Et donc cette simplification, c'est là où on peut être confronté aussi un petit peu à la difficulté de ce type d'outil, parce que oui, un outil, un modèle, un jeu, c'est une simplification de la réalité. Il faut simplifier les choses pour atteindre un certain objectif. Dans notre cas, c'est un objectif pédagogique, c'est connaître les pratiques agroécologiques, se rendre compte de la complexité, mais en même temps, ça peut induire peut-être une simplicité un peu poussée à son extrême et où, si l'utilisateur demande à en savoir plus, à maîtriser en quelque sorte les concepts qu'il y a derrière, il peut avoir une certaine frustration. Mais ça peut éveiller sa curiosité aussi, tout à fait. Et d'aller chercher mais ailleurs. En tout cas, voilà, c'est un parti pris, et dans tout modèle, il y a ce parti pris qui est fait au départ pour ne pas trop s'écarter de l'objectif initial de l'outil. C'est en ça qu'il y a un choix. À partir du moment où il y a un algorithme et un modèle, il y a un choix qui est fait à un moment donné. Tout à fait. Voilà, il y a un parti pris, mais qui est évidemment maîtrisé, je suppose. Peut-être la question, Emmanuel et puis Félix, sur traiter la donnée, ça suppose quand même des moyens informatiques importants. On verra en début d'après-midi que l'informatique, c'est pas complètement neutre non plus sur l'environnement. Est-ce que c'est la question de la puissance de calcul et de l'énergie consommée, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez en tête quand vous développez des outils comme les vôtres, Emmanuel ?
Alors, en toute honnêteté, jusqu'à maintenant, pas beaucoup. Voilà, non mais... Pas beaucoup. Alors après, moi, on a eu la chance, nous, dans mon service, qui est un service très numérique, de faire une fresque du numérique, justement, pour nous sensibiliser aux effets du numérique. Et ça nous a... Bon, on n'est pas naïf non plus, on se rend bien compte, on connaît un peu les effets. Mais voilà, on s'est reposé des questions avec mes collègues sur comment développer un numérique un peu plus sobre. Je ne veux pas dire vertueux, parce que je suis pas sûre. Le mot sobriété est très tendance. Très à la mode. Donc, effectivement, quand je vous parlais de gros simulateurs tout à l'heure, on parle de multi-leviers, on parle de multi-performance. Donc, vous imaginez, d'un point de vue numérique, les combinaisons derrière que ça peut aller. Et nous, sur l'outil sur lequel on est en train de travailler, on a évalué potentiellement, on est au niveau des téraoctets, quoi, en termes de volume de données générées par un tel outil. Et derrière, forcément, du flux. Donc, on se questionne aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses qui émergent autour de l'éco-conception des logiciels. C'est des choses qu'on va commencer à explorer pour essayer de proposer des outils numériques qui soient conçus, on va dire le plus, j'ose pas dire écologiquement parce que pareil, la compatibilité entre ces termes, même moi-même, me trouble un peu, mais voilà. En tout cas, c'est des choses auxquelles on est sensible et on se doute bien que de toute façon, on ne pourra pas continuer comme ça. Qu'aujourd'hui, quand on lance un calcul, même nous, quand on fait une analyse de données, quand on lance un calcul, on y réfléchit à deux fois. On le lance d'abord sur les premières lignes de notre jeu de données avant de le lancer sur peut-être des millions de lignes. Donc voilà, il y a des petites choses qui commencent à se mettre en place, mais on ne va pas y couper. Et puis moi, même moi, en tant que responsable de cette équipe, c'est quelque chose vers quoi je veux qu'on aille pour nous aussi prendre part. En tout cas, il y a une prise de conscience. Voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'on revient à des âges antérieurs, mais il y a une prise de conscience. Félix ? Alors nous, ce qu'on essaie de regarder plus que l'impact direct de Javelot et de nos outils, etc., c'est l'équilibre dans son ensemble. Oui, peut-être qu'on va consommer de l'énergie et qu'on va avoir un impact environnemental, mais qu'est-ce qu'on va rapporter en face ? Qu'est-ce que ça gagne ? Si je prends l'exemple sur la logistique, oui, on a une puissance de calcul qui est énorme et un calcul va durer plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. C'était plusieurs heures, voire plusieurs jours avant. On a réussi à optimiser ça et donc à faire des économies d'énergie et de stockage, etc. À ce niveau-là. Par contre, ce qu'on est capable de faire gagner en face en termes de flux logistique et d'outils informatiques chez nos clients est absolument colossal et il n'y a absolument pas de... ou en tout cas, le rapport, il est énorme. Il est positif. Donc on essaie plutôt de regarder le rapport entre ce qu'on dépense et ce qu'on rapporte, plutôt que notre impact direct, mais évidemment, c'est assez lié. Merci. Pour terminer cette table ronde, j'aimerais qu'on revienne peut-être à la question de départ, c'est-à-dire en quoi le digital, le numérique peut aider l'agriculture pour aller vers plus de multi-performance. Peut-être Rim Bakar, à partir du jeu que vous avez, avec toutes les limites peut-être que ce jeu a, est-ce que le numérique et votre outil peut aider justement pour aller vers plus d'agroécologie et plus de multi-performance ? Je vais répondre au-delà même du jeu, mais moi personnellement, je n'oppose pas non plus le numérique et l'agroécologie, parce que je trouve qu'aujourd'hui, derrière le numérique, on a bien vu qu'il y avait différentes formes de numérique. Il y a des outils de gestion, des outils de communication, d'accompagnement, etc. Donc c'est vraiment très très vaste. Certes, ça a un impact écologique, environnemental, mais il y a aussi des gains, des intérêts, comme le soulignait à l'instant M. Manduel, parce que, et ça, on a déjà même aujourd'hui une difficulté à apprécier l'impact de ces outils à l'échelle globale. C'est un petit peu l'empreinte générale qu'il faut regarder. Ensuite, si je reviens un petit peu à l'exemple du modèle du jeu sérieux, on voit bien que ce type de modèle, dans un cadre pédagogique par exemple ici, ça aide quand même à expliquer des concepts qui sont complexes par nature et ça met en évidence un utilisateur, un preneur de décision, un agriculteur, ça met en évidence la complexité des phénomènes et donc ça permet de prendre conscience. Donc déjà, appréhender la complexité, c'est appréhender la début. Complexité est en soi, s'en rendre compte, ne serait-ce que par le jeu ou le modèle, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à l'attente qu'on peut avoir des outils numériques. Parce que ce que disait Emmanuel sur les OAD tactiques,
Il y a eu toute une ère où les OAD, c'était voilà, un problème, une solution, un conseil. Donc, il y a eu une tendance aussi à s'appuyer beaucoup dessus, à se dire, en fait, je demande à mon outil de me dire ce qu'il faut faire. Or, dans le contexte de la transition agroécologique, les choses sont beaucoup plus systémiques, beaucoup plus complexes. Et donc, les outils peuvent aussi permettre de prendre conscience de cette complexité et de ne plus attendre des outils de prendre la décision à notre place. D'accord, très bien, très intéressant. Peut-être Emmanuel, pour prolonger cette discussion. Oui, prolonger, parce que c'est vrai qu'on parle du numérique pour les agriculteurs. Je voulais juste dire, nous, en tant qu'institut de recherche, le numérique pour la recherche, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de mieux comprendre le fonctionnement des sols. On nous demande, les questions qu'on nous pose en tant qu'agronome, elles sont très complexes. C'est ce qu'évoquait Rim. Et en fait, les outils numériques, aujourd'hui, nous, on va mettre des scanners, on va mettre des capteurs dans le sol pour aller comprendre comment les racines se développent, les interactions avec beaucoup de choses. Donc en fait, ce numérique, on n'en parle pas beaucoup, le numérique pour l'expérimentation, mais il est fondamental pour nous en tant que chercheurs parce qu'il nous permet d'accéder à des informations auxquelles on n'aurait jamais eu accès avec nos yeux, tout simplement, et il permet d'enrichir nos connaissances. Donc c'est aussi un élément important, je pense, à mettre en avant. Merci. Félix ? Moi, j'avais envie d'illustrer ça avec quelques chiffres. Alors, je vais parler de Javelot, mais pour être pertinent, c'est que Javelot permet aujourd'hui 90% d'économie d'insecticides chez nos clients, permet de faire jusqu'à 30% à l'échelle d'un organisme stockeur d'économie d'énergie, permet de former, de recruter, attendez, etc. excusez-moi, je vous arrête. Pourquoi des économies d'énergie? L'optimisation de la ventilation. Il ventilait bien les cellules avant. Oui, mais l'optimisation de la ventilation, ventiler au bon moment, de manière efficace, etc. Tout ça pour dire que, encore une fois, que ce soit économique, que ce soit environnemental ou social, l'impact, il est extrêmement fort, extrêmement concret, extrêmement direct. On a un modèle économique en plus où c'est de l'abonnement, ce que dans l'agriculture, de manière générale, on déteste. Mais quand on arrive à prouver ces retours-là, en fait, ça fonctionne. Et encore une fois, le premier driver, et je pense que Stéphane me contredira pas, il est économique. S'il n'y a pas de retour sur investissement, ça fonctionne pas. C'est pas pour ça qu'on doit oublier les autres volets. Les autres volets, le volet environnemental et le social, qui est extrêmement important. Merci Stéphane. Peut-être d'abord un petit mot par rapport à ce que vous avez entendu sur les experts là, qui ont parlé des outils, comment ils les fabriquaient, comment ils les concevaient, comment ils essayaient de prendre en compte de plus en plus de dimensions. Est-ce que ça vous rassure, ça vous inquiète? Comment vous réagissez là-dessus? Non, ça me rassure. Je suis content de savoir que la recherche appliquée va travailler avec nous maintenant pour faire avancer. Et que vous êtes devenu expert, c'est ce que Emmanuel nous a dit quand même. Donc voilà, c'est quand même une belle promotion. C'est important que qu'on soit associé aux recherches et qu'on bénéficie aussi des résultats. Il y a toujours ce problème d'écart entre la recherche et ce que nous on et l'application directement. Et l'application, voilà. Parlez bien dans le micro. Donc ça pour moi c'est un point important. Après le côté numérique on le perçoit mal nous à notre échelle parce qu'on n'a que ce qui aboutit, donc peut-être qu'on a encore un travail à faire ensemble, mais non voilà. Après sur les performances, nous de notre côté après par rapport à mon activité, on va dire. Nous, on a des tas de sujets de recherche auxquels on pense parce qu'on est confronté à ces problèmes qui sont peut-être pas forcément exploités aujourd'hui. Donc, et peut-être avoir plus de liens du coup avec les conseillers agricoles de la Chambre d'agriculture, des instituts, des organismes stockeurs aussi peut-être qui sont à votre écoute pour vous apporter aussi des conseils, si ce n'est des solutions. Oui, voilà, on a aussi besoin de ce contact. Mais quelquefois, on n'a pas forcément de réponse à nos questions. Et sur votre exploitation, alors quelles sont les pistes un peu pour, dont vous disiez ce que vous faisiez avec le numérique ou pas sur votre exploitation? Est-ce qu'il y a des éléments qui utiliseraient le numérique qui vous sembleraient intéressants à développer sur votre exploitation, en prendre en compte, notamment peut-être sur les questions un peu environnementales dont on a parlé tout à l'heure? Aujourd'hui, il y a tout ce côté cartographie en lien avec les outils d'épandage. Donc aussi bien épandeur à engrais chimiques, mais aussi tout ce qui est épandage d'effluents d'élevage, où là, en fait, on a peu
on a peu d'outils, on va dire, d'analyse en continu pour bien valoriser nos effluents d'élevage. Donc, pour moi, c'est une des pistes à travailler aujourd'hui en lien avec l'élevage. Et en lien avec la cartographie, c'est-à-dire que vous avez aussi des applications ou des logiciels de cartographie sur votre exploitation? Alors, non, on a fait quelques tentatives, mais aujourd'hui, non, il n'y a pas d'outils qui nous semblent assez performants, en tout cas. Donc, en gros, ça serait pour avoir, en fonction des parcelles et à l'intérieur de la parcelle, un épandage différencié d'engrais chimiques ou d'effluents selon l'endroit de la parcelle. C'est à ça que vous pensez? C'est ça, oui. Et ça suppose d'avoir du matériel en CUMA connecté, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut être un des leviers, effectivement, pour faire évoluer les agriculteurs en général, oui. Et vous pensez que les gens de votre CUMA sont prêts à ça, sont demandeurs? Parce que les jeunes générations, pour les attirer aussi dans le matériel en CUMA, ça peut être un bon levier, non? Alors, c'est effectivement un levier, puisque bon, en tant que président de CUMA, j'ai souhaité impliquer les jeunes, notamment sur les boîtiers Carnot. Et on s'aperçoit effectivement que c'est eux qui les prennent en main le plus facilement. Bien sûr. Mais effectivement, c'est un des leviers pour impliquer les jeunes dans la CUMA. Très bien, merci. Gifona, un petit mot de conclusion sur ce que vous avez entendu dans cette deuxième partie. Oui, et effectivement, donc, j'entends très bien donc, sur il faut que ce soit très clair, donc, il ne faut pas que ce soit une boîte noire, donc le numérique. Et aujourd'hui, donc, c'est là où je pense qu'il faudrait faire attention, où tous les outils qui sont développés donc, dans le cadre du numérique doivent être des outils qui sont clairs et nets donc, pour les agriculteurs, pour qu'il n'y ait pas de boîte noire. Et c'est là où je pense que, pour moi, en fait, c'est là où ça peut être prometteur, donc le numérique dans ce sens-là. Ouais. Et la question, le petit débat sur les outils numériques pour l'ensemble des agricultures au pluriel, c'est-à-dire les fermes plus modernes, les fermes moins modernes, plus petites, etc. Comment vous analysez ça dans votre réflexion? Donc moi, de ce que j'ai étudié, en fait, c'est qu'il y a deux types de freins en fait par rapport aux agriculteurs donc au numérique. C'est premièrement donc l'utilisation. Il faut que ce soit pas facile d'utilisation, mais intuitive donc dans l'utilisation. Et ça, c'était ce qui est vraiment en fait le problème du numérique aujourd'hui, où en fait en cas de problème, en fait on peut pas mettre la main dessus. C'est pas comme une moissonneuse batteuse où il y a un problème, en fait on peut regarder qu'est-ce qui se passe pas. Et ensuite il y a un deuxième problème, c'est en fait du point de vue économique où en fait aujourd'hui donc comme on est en amont donc de la technologie, en fait ça coûte encore très cher donc les technologies de pointe. Et c'est là où en fait il y a deux solutions. Donc soit l'État intervient, donc subventionne ces technologies-là, en fait oriente un peu les technologies qui sont performantes sur l'environnement par exemple, ou d'attendre que la technologie soit en maturité et ainsi bénéficier de l'économie d'échelle. Mais je pense que c'est les deux points où il y a, pour les agriculteurs en tout cas, il y a de l'avenir. Merci. Merci à vous. Alors, vous restez encore puisque voilà, le temps est venu d'avoir une petite discussion libre avec vous et de pouvoir poser des questions. Alors, ça y est, ça commence. Donc, les micros sont disponibles. Je ne sais pas qui. Alors, il doit y avoir un micro dans la salle et on va en prendre un ici peut-être. Tiens. Alors, il y avait une question ici. Merci, bonjour à tous. Je suis Jida Ayad, je suis enseignante-chercheuse au niveau de l'ISEN de Brest et aussi responsable de la formation agronomie et systèmes numériques. J'ai une question d'abord pour Stéphane. Autour des mentalités de nos agriculteurs aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils sont plus attachés à l'agriculture de conservation ou êtes-vous prêt à partir justement à vous aventurer sur les technologies numériques? Le but de toute façon est que ces technologies vous facilitent la vie. Et pensez-vous, une deuxième partie de la question, que ces technologies-là sont réservées aux riches côté coût? Ensuite, j'ai une deuxième question pour Madame... Oui, d'accord, allez-y, oui. Pour Madame Gourdin ou pour Madame Baccar? Madame Baccar, concernant votre jeu, SEG,
qui m'intéresse. Justement, je suis enseignante-chercheuse aussi, ça pourrait m'intéresser pour mes cours. Est-ce que c'est une application aussi accès au public? Et pour quel niveau d'étudiants vous proposez ce jeu-là? Merci. Il y avait quelqu'un d'autre au milieu là qui souhaitait intervenir. Vous passez le micro, s'il vous plaît, voilà. Oui, bonjour. Donc Dimitri Benoît, étudiant de 5e année à l'ESA. Je suis aussi apprenti du coup dans un contrôle laitier. Donc en R&D, donc autour de cette question-là des modèles. Moi, du coup, j'ai rencontré des éleveurs laitiers et justement là, cette question qui est beaucoup de variables d'entrée et beaucoup de variables de sortie, c'était plus quelque chose justement qui rebutait les éleveurs pour l'utilisation d'outils numériques. Alors moi je voulais du coup avoir votre point de vue à chacun par rapport à votre expérience professionnelle. Est-ce que ces modèles-là du coup avec beaucoup de variables d'entrée et aussi qui mesurent la multiperformance, donc avec beaucoup de variables de sortie, ont vraiment une place en élevage? Et si oui, comment est-ce qu'ils peuvent avoir une place justement auprès des agriculteurs? Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, juste devant. Hop, le micro s'il vous plaît. Oui, bonjour, Nathalie Thiers, journaliste agricole. J'ai une première question pour Stéphane Diard. En ACS, on parle souvent d'opportunisme. Il y a une diversité de cultures, des associations, des couverts, etc. Et on parle d'opportunisme en fonction notamment des conditions climatiques. Est-ce que vous pensez qu'on peut modéliser l'opportunisme? Et j'ai une question pour Madame Gourdin, justement sur l'élargissement à des modèles basé sur la connaissance. Est-ce qu'en parallèle de l'investissement sur les outils numériques, on ne devrait pas investir au moins autant sur la formation des agriculteurs, qui sont aussi de superbes logiciels? Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre intervention? On commence à répondre à cette première salve de questions. Mais Stéphane, vous êtes très, très demandé. Alors... est-ce que les agriculteurs donc, sont attachés à agriculture de conservation et numérique? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Vous choisissez l'agriculture de conservation ou le numérique? Est-ce que les deux sont compatibles? Aujourd'hui, avec, dans l'état des connaissances, je dirais que le numérique n'a pas encore trouvé sa place. Dans l'agriculture de conservation? Dans l'agriculture de conservation. C'est une approche un peu différente. On est sur l'observation, on est sur la collecte de connaissances. Donc là, il faut s'adresser aux chercheurs pour savoir si il y a du numérique qui peut s'intégrer. Là où après, le numérique s'intègre, c'est que ça vous permet quand même de travailler ensemble quand même. Ça c'est la technologie du numérique aussi qui le permet indirectement. Côté réseau social. Réseau social ou réseau de travail. Réseau de travail, oui. Donc effectivement, ça c'est un plus par rapport à l'agriculture de conservation. Après, si on veut vraiment aller dans le cœur du problème, c'est tellement complexe entre tout ce qui a été dit là pendant le débat, entre les interactions, donc aujourd'hui le numérique a sûrement sa place à travers des capteurs, des choses comme ça, les réseaux d'agriculteurs. Après, sur des modélisations, je dirais qu'il est encore un peu tôt. D'accord. Et la question de la modélisation, de l'opportunisme? Il y avait une question aussi, si ça s'adressait qu'aux riches. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que ça s'adresse qu'aux riches? C'était Oui, effectivement. Il y avait aussi cette question-là. Non, après, tout ce qu'on regarde, nous, en tant qu'agriculteurs, c'est le retour sur investissement. J'ai déjà dit, on a une approche économique avant tout. Donc, si on y trouve un intérêt, on va y aller. Les robots de traite se sont développés parce qu'on y trouvait un intérêt en temps de travail, principalement, en pénibilité, l'astreinte. Voilà, malgré les coûts, on y est allé quand même. Donc si on trouve un intérêt, on ira, un intérêt économique ou autre. Mais je pense que c'est avant tout cela. Très bien. Emmanuel Gourdin, il y avait des questions qui vous concernent sur le nombre de variables d'entrée et de sortie. Est-ce que
Je vous pose la question à vous, même si vous êtes Arvalis, mais est-ce qu'effectivement ces types de modèles, d'outils, peuvent exister en élevage? Parce que là, du coup, ça rajoute des paramètres incroyablement complexes. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous, déjà, on essaye de se concentrer sur le système de culture, l'atelier végétal. Et elle nous a montré que déjà, il y avait une grosse progression. Et effectivement, à terme, l'idée, c'est effectivement de remonter encore un cran l'échelle et de passer à l'échelle de l'exploitation avec la diversité des ateliers qu'il y a sur l'exploitation. Honnêtement, est-ce que c'est faisable? Je suis pas sûre, mais je rejoins tout à fait. En fait, c'est des outils très complexes en termes de saisie. Il y a beaucoup de critères en sortie. Je voulais revenir sur la question effectivement de pourquoi est-ce qu'on n'a pas un indicateur final. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à avoir une centaine d'indicateurs? Et ça pose la question de l'évaluation multicritère. C'est-à-dire, moi, Emmanuelle Gourdin, comment je peux pondérer ces critères? Je suis pas exploitante agricole. Je veux dire, quels sont les objectifs de l'exploitant et en fonction des objectifs qui se fixent, à lui de pondérer ces critères pour éventuellement avoir un indicateur final. Donc c'est là la complexité en fait d'utiliser ces outils et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui nous on n'imagine pas mettre ces outils dans les mains directement des agriculteurs parce que je l'ai dit, Cister c'est 2 jours de saisie pour une exploitation agricole. 2 jours de saisie. Je pense que, on peut demander à Stéphane, je ne pense pas qu'il consacrera 2 jours à saisir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des intermédiaires, c'est-à-dire qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure du rôle des conseillers. Je pense que les conseillers ils ont un rôle crucial vraiment aussi dans le déploiement des outils numériques parce que c'est peut-être eux la porte d'entrée pour faciliter la saisie, pour justement faire cette évaluation multicritère parce qu'ils ont la connaissance des enjeux des exploitants qui suivent et qui peuvent faire ce rôle de pondération. Après, on peut aussi apporter des outils qui facilitent la pondération, qui facilitent... voilà. Donc il y a plein de... C'est difficile pour moi de répondre parce qu'on démarre aussi toutes ces réflexions, mais je pense qu'il va y avoir plein de briques technologiques qui vont arriver, qu'il va falloir bien emboîter entre elles et surtout accompagner, je pense, davantage même les conseiller à l'usage de ces outils pour qu'ils puissent après les relayer. Et ça va rebondir avec la dernière question. Oui, la question de est-ce que c'est numérique versus formation? Voilà, alors je dirais que... je ne peux pas parler trop de formation des agriculteurs, mais nous, en tout cas, ce qu'on cherche dans la modélisation des connaissances, c'est d'aller chercher auprès des gens qui sont sur le terrain et qui ont, après plein d'années, acquis une expérience, finalement, est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'on est capable d'exprimer, on va appeler ça l'élicitation, est-ce qu'on va être capable de nous d'éliciter leur savoir? Ce qui veut dire, excusez-moi, éliciter. C'est-à-dire, éliciter, ça veut dire extraire du cerveau d'un expert ses connaissances et de les mathématiser. C'est les fameux réseaux bayésiens. C'est les réseaux bayésiens. Et en fait, c'est en gros chercher à évaluer des liens causaux entre des variables et des distributions de probabilité. Donc, ça paraît complexe comme ça, mais quand on se met dedans, c'est très accessible. Et nous, ce qu'on va plutôt chercher au-delà de la formation, c'est d'aller capitaliser en fait toutes ces connaissances, parce qu'on l'a dit, c'est très complexe. Enfin, la transition agroécologique, ce qu'on nous demande aujourd'hui, nous, en tant qu'institut, c'est extrêmement complexe. C'était facile de dire combien de doses d'azote, à quel moment, pour quelle quantité de protéines. Enfin, je veux dire, ça, c'est des choses... Mais là, on nous demande, effectivement, est-ce que je dois diversifier? Est-ce que je dois mélanger mes espèces? Est-ce que je dois faire un couvert? Et quelles espèces je mets dans mes couverts? Enfin, c'est monstrueux en termes de données de départ. Et donc, on s'aperçoit, et je pense que l'exemple des ACS est très bonne, c'est-à-dire que ces agriculteurs se sont mis en réseau depuis très longtemps. Il y a une énorme connaissance qui est capitalisée dans leur réseau, qui sont assez fermés. Donc, nous, on essaye de... Les ACS, c'est quoi? C'est eux? L'agriculture de conservation. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher la connaissance chez ceux qui la pratiquent et d'aller chercher les innovations chez ceux qui pratiquent déjà ces formes d'agriculture pour après les remettre dans des modèles plus ouverts. Et voilà, après, je ne reviens pas sur tout, bien sûr. Tout ça. Rim, peut-être, il y avait une question sur le jeu. Est-il accessible? Comment? Pour quel type de formation? Quel niveau de formation? Alors, avant de répondre à la question dont la réponse est oui, je voulais simplement quand même rebondir sur ce que disait Emmanuel. Je rejoins complètement la question de la pondération des indicateurs et donc des objectifs qui sont à atteindre par l'agriculteur. Donc c'est peut-être très très complexe d'aller vers des modèles qui prennent en compte tout et qui modélisent tout ce qui se passe au niveau de la ferme. C'est très très complexe. Donc il y a un volet simplification par lequel on doit absolument passer, et puis il y a un volet pondération. Qu'est-ce qui compte le plus vers l'agriculteur compte tenu de sa situation, de son contexte pédoclimatique, de sa situation sociale, enfin tous ces aspects-là. Et donc aujourd'hui, on est vers le développement, je pense, de modèles
d'accompagnement qui éclaire, qui essaye d'éclairer des choses, comme on l'a dit, très complexes, d'où le besoin et la nécessité de ne pas omettre et oublier le rôle du conseiller et le rôle de la connaissance empirique qui est entre les mains du conseiller ou entre les mains de l'agriculteur aujourd'hui. Donc on ne peut pas s'affranchir de cette connaissance et de cette connaissance la plus transversale possible. Donc on est peut-être allé vers une spécialisation un petit peu poussée ces dernières décennies, à la fois chez les opérateurs, hein, que ce soit conseillers, même les agriculteurs aujourd'hui, des fois dans les GAEC, on dit il y en a qui sont spécialisés sur les cultures, d'autres qui sont sur les méthaniseurs, l'autre qui est sur l'atelier élevage. Et quand on pose la question, il dit il faut demander à mon collègue parce que je ne sais pas. Donc voilà, cette tendance à la spécialisation, peut-être qu'elle atteint ses limites dans tous les domaines. Donc revenons aussi à une vision systémique et transversale, et les outils, les modèles, le numérique sera là pour nous aider, nous appuyer. Et donc je reviens à la question. Oui, donc. Oui, l'outil il est libre d'accès, il est disponible. Alors j'ai pas en tête l'adresse exacte, mais je pourrais vous la communiquer. Et en plus, il y a un teaser et il y a des sortes de mini formations qui sont disponibles sur YouTube. Donc si vous allez sur YouTube, que vous tapez Segae, et ben vous trouverez pas mal d'informations et je reste disponible si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, donc tout à l'heure. Gifona, vous vouliez rajouter quelque chose? Du coup, donc, je voulais rebondir donc, sur la question où effectivement, est-ce que le numérique est adressé aux exploitations qui sont riches? Du coup, je ne l'ai pas présenté ici, mais en fait, parmi les travaux que j'ai menés donc, dans le cadre de cette thèse-là, c'était que voir donc, l'effet du numérique donc, lorsqu'on contrôle la taille, c'est-à-dire les petites exploitations, les moyennes exploitations et les grandes exploitations. En fait, il y a une corrélation. Donc, quand on regarde vraiment l'utilisation numérique, donc effectivement, ce sont les grandes qui ont du numérique. Par contre, si on regarde l'effet causal, en fait, les grandes exploitations, en fait, les exploitations qui sont déjà performantes, en fait, eux, ça n'apporte pas autant que ça. Si on regarde en fait l'apport que le numérique apporte donc, pour les moyennes et les petites, et du coup, en fait, à la question, est-ce que c'est aux riches? Non, enfin, pas vraiment. Mais l'accessibilité fait qu'aujourd'hui, il n'y a que les riches qui les ont. Donc, en gros, il y a cette causalité, en fait, oui, à cause du barrière, donc du coup, en fait, c'est que les riches qui les ont. On n'entend pas bien ce que vous voulez dire, excusez-nous. Est-ce que c'est relatif aux mentalités? C'est-à-dire, pour être honnête, on n'était pas allé jusqu'à voir, donc à poser la question sur la mentalité, en fait, l'attitude de l'agriculteur vers le numérique, mais on regarde vraiment sur l'effet donc sur la production. En fait, les petites et les moyennes exploitations, ceux qui devront, donc si on devrait recommander, donc c'est à eux qu'on recommande le numérique, mais aujourd'hui, en fait, c'est que les exploitations qui sont grandes qui les ont. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions encore? Oui, devant, s'il vous plaît. Ah non, c'est juste derrière. Et puis après, il y aura un peu plus devant. Merci. Bonjour, Amélie Fischer de l'Institut de l'élevage. Merci pour ce débat super intéressant. Et merci Stéphane aussi, que je connais bien parce qu'on est presque voisins. J'avais deux remarques à faire par rapport à ce qui a été dit. Concernant le retour sur investissement, c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui sont faites. D'une part parce que c'est compliqué d'estimer un peu l'impact d'une part économique d'une nouvelle technologie. C'est plus facile de tester sa performance zootechnique, agricole, agronomique. Donc on travaille dessus. Par rapport à ce retour sur investissement, moi ce qui m'étonne un peu, c'est que Stéphane, tu parles de la CUMA et c'est vrai que c'est un gros atout qu'on a en France par rapport à d'autres pays, à la création de ces CUMA, un peu pour réduire un peu le coût de mécanisation. Ce qui m'étonne, c'est qu'on en parle très très peu pour la numérisation. Aujourd'hui, on a encore beaucoup orienté l'achat du numérique, ça se fait à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle de l'individu, mais il y a très peu de choses qui sont faites justement pour mutualiser l'investissement initial. On pourrait très bien imaginer demain investir dans du numérique à l'échelle d'une CUMA. Donc tu parlais du boîtier connecté, c'est une première étape, mais on pourrait très bien imaginer ça pour réduire l'investissement initial pour l'ensemble des solutions numériques. Ça veut aussi dire que derrière, les agriculteurs sont prêts à partager les données ou les connaissances des autres exploitants. C'est peut-être plus développé chez les entrepreneurs des travaux agricoles, qui, eux, ont des matériels souvent hyper connectés, hyper... Mais voilà. Du coup, je soulevais la question pour les agriculteurs à l'échelle générale. Okay.
Et ça m'amène une autre remarque qui est le changement d'échelle d'approche. Donc ça a été évoqué par Madame, j'ai oublié votre nom là. Gourdin ou Baccar? Non, Baccar, pardon, Madame Baccar. Sur le changement d'échelle, effectivement, le fait qu'on a eu tendance à beaucoup spécialiser les exploitations agricoles et que ce serait mieux effectivement de retourner un peu sur la diversification, même si ça a été maintenu au travers des années. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi justement la question, par rapport à tous les enjeux auxquels on doit faire face, de ne pas se restreindre à l'exploitation agricole et là encore d'aller sur une échelle du territoire, c'est-à-dire au lieu de se focaliser, c'est l'agriculteur dans son exploitation qui doit faire un effort, peu importe ses voisins, on ne gagnera jamais, on n'atteindra jamais les objectifs si on en reste à l'échelle de l'agriculteur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt d'avoir des flux locaux complémentaires, c'est-à-dire une diversification à l'échelle du territoire, qu'il y ait des flux qui soient faits entre les agriculteurs? Ok, merci beaucoup. Question intéressante. Oui, donc juste devant. Et puis, ce sera la dernière question de la matinée. Oui, bonjour. Émilien Lecamus, étudiant en 5e année à l'ESA. J'avais une question pour Monsieur Diard. Au niveau de France Cuma numérique, comment vous accompagnez les Cuma dans l'adoption du numérique qui représente un réel outil pour les agriculteurs? Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour mettre ça? Merci beaucoup. Alors Stéphane, peut-être un micro. Il y en a plusieurs. Finalement, la question qui est posée par la personne de l'Institut d'élevage rejoint une de celles que je vous ai posées. En CUMA, vous pourriez investir dans du matériel, un peu comme, je parle, citer les entrepreneurs de travaux agricoles qui ont des matériels assez modernes, connectés. En CUMA, vous pourriez le faire aussi, parce que finalement, ramener à l'exploitation, ça coûte moins cher. Et donc, on peut se permettre d'acheter peut-être un matériel un peu plus connecté. Alors, le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans nos CUMA, c'est qu'on n'a plus un seul type d'agriculture comme on a pu connaître dans les années précédentes. Aujourd'hui, on a des agriculteurs en bio, en agriculture conventionnelle, enfin de conservation, pardon, conventionnelle. Donc, on a de plus en plus de mal à avoir un outil qui corresponde à tout le monde. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on commence à un petit peu compartimenter notre agriculture et on essaie d'adapter les outils à notre agriculture. Donc, hormis des capteurs, alors je ne sais pas trop sur quoi on pourrait aller à l'échelle d'une CUMA pour justement ce que vous récolter de la disiez donnée. peut-être tout à l'heure sur le lien entre la parcelle, les épandages, les effluents. Les effluents, non, ça ne rejoint pas tout le monde, que les éleveurs, mais les épandages d'engrais, ça pourrait concerner tout le monde, ça. On pourrait avoir de la collecte de données à travers des capteurs type Carnot, effectivement. On s'en sert, nous aussi, à l'échelle de la CUMA, pour sensibiliser à la mécanisation, justement. On voit qu'avec... quand on compile un peu les données du Carnot, on arrive à faire on arrive à avoir la totalité de la surface cultivée. Et on s'aperçoit en fait qu'on a une surmécanisation sur nos exploitations. Donc on a des outils comme ça. Même avec la CUMA. Même avec la CUMA. Mais je vous dis, aujourd'hui on n'a plus un seul type d'agriculture. Donc on commence à avoir des difficultés justement pour avoir des outils qui soient adaptés à tout le monde. Et France CUMA numérique, alors, on en a assez peu parlé, je m'en excuse. Est-ce que vous êtes en veille sur tous ces outils numériques à France CUMA numérique ou est-ce que ce n'est pas tout à fait le travail que vous faites? Pour rappeler ce qu'est France CUMA numérique, donc c'est toute la partie informatique, gestion de l'informatique du réseau CUMA au niveau national. Donc à l'origine, ça a été fondé sur un outil comptable. Et donc cet outil nous a permis de collecter énormément de données justement à travers les comptabilités des CUMA. Aujourd'hui, cet outil, on l'a fait évoluer. Donc en termes de services au CUMA, on a tout ce qui est application sur la réservation de matériel, sur la collecte de temps de travail. On a tout un panel de services qu'on offre au CUMA. Qui est plutôt du service à la CUMA en elle-même. Hein. Oui, service à la CUMA, mais on a aussi tout un panel de services aux fédérations et aux AGC, puisque ce sont des AGC qui gèrent les comptas.
Et puis ça vous permet aussi de récupérer l'ensemble des données de coûts d'utilisation du matériel, qui est quand même une référence en général par CUMA, par les CUMA, quoi. Et donc aujourd'hui, on arrive à valoriser toute cette collecte de données à travers un journal qui s'appelle Entraide, où eux, ils vont capitaliser et travailler cette donnée pour justement sortir des points de vue, des choses intéressantes, des données vérifiées, on va dire. Emmanuel Gourdin, donc demain, vous avez compris, d'abord l'élevage que vous allez intégrer à vos logiciels et à vos outils d'adhésion, et après-demain, le territoire. Oui, bah oui. Non, mais c'est bien que Amélie pose cette question. C'est vrai que les instituts sont structurés par... Alors nous, en plus, il y a plusieurs instituts sur plusieurs cultures, et puis il y a l'élevage qui est dans d'autres instituts. Donc effectivement, demain, les questions qu'on nous pose déjà à l'échelle de l'exploitation, il faut déjà qu'on se réunisse entre nous. On passe à l'échelle systémique. Donc déjà, entre instituts techniques du végétal, il faut qu'on discute et qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille avec les instituts de l'élevage aussi pour intégrer... Voilà. Donc c'est des choses qu'on commence à discuter. On a des projets qui s'appellent autour de la multi-performance, justement, où on travaille ensemble là-dessus. Et le changement d'échelle à l'échelle du territoire fait aussi partie des mots-clés à la mode qui sont aussi dans notre projet d'entreprise. À la mode et pertinent. Et pertinent, aussi, mais absolument, absolument. À la question, est-ce qu'on spécialise ou est-ce qu'on joue plutôt sur... Enfin, est-ce qu'on... Pardon, pas spécialise. Est-ce qu'on garde la spécialisation parce qu'effectivement, c'est tellement technique, c'est tellement complexe que c'est plus facile d'être spécialisé et on joue sur la coopération ou est-ce qu'on revient à de la polyculture élevage partout en France? Moi, j'ai pas la réponse, absolument pas, mais on peut essayer d'apporter des outils pour en tout cas accompagner les réflexions. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir chaleureusement nos 5 intervenants. Merci à vous.